Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûtent les Hyundai Tucson et Santa Cruz 2025? Deux véhicules qui reçoivent des retouches d'importance pour ce millésime. Évidemment, c'est une année de mi-mandat pour ces deux produits qui ont été lancés il y a déjà quelques années. Et le Tucson est un produit particulièrement important pour Hyundai et spécialement sur le marché canadien où, bien sûr, le VUS compact est le segment de véhicules le plus convoité à travers le pays. Évidemment que pour le Santa Cruz, c'est différent parce qu'on a un créneau très niché. Alors, la popularité du produit n'est pas la même que celle du Tucson. Il faut savoir que les deux produits reposent exactement sur la même plateforme, partagent l'essentiel de leurs éléments mécaniques et structuraux, mais il y a quand même des variations au niveau des offres et au niveau des versions également. Alors, on va décortiquer ça un peu aujourd'hui. Commençons évidemment par le Tucson qui, comme vous le voyez, reçoit un nouveau faciès pour 2025. On a redessiné partiellement la partie avant, les jantes, les bas de caisse, les contours d'ailes, pare-choc arrière également. On arrive avec cette nouvelle version XRT qui exploite, comme la version Preferred qui fait office de modèle de base désormais, un 4 cylindres atmosphérique de 2,5 litres. Et le XRT, c'est le second modèle à pouvoir offrir cette motorisation-là parce que lorsqu'on monte en gamme par la suite, bien, on tombe automatiquement avec la motorisation hybride, puis la motorisation hybride rechargeable. Alors, le XRT, c'est un modèle de milieu de gamme à travers le catalogue du Hyundai Tucson 2025, un véhicule qui vient directement rivaliser avec le Toyota RAV4 Trail, qui coûte essentiellement le même prix, légèrement plus cher du côté de chez Toyota, on va le voir un peu plus tard, mais ce sont deux véhicules qui sont nez à nez au niveau de la compétitivité, même si les capacités de ces deux véhicules-là ne sont pas tout à fait égales, ça aussi, on va y revenir. Maintenant, dans le cas du Santa Cruz, bien, on ajoute cette version XRT pour 2025. C'est un produit qui a comme principal concurrent, évidemment, le Ford Maverick. Et en apportant une version XRT, bien, ça permet d'aller rivaliser plus efficacement avec le Maverick qui propose un ensemble FX4 ou un ensemble Tremor qui ont des vocations un peu plus aventurières. Et vous allez le constater aussi sur le Santa Cruz, il y a plusieurs changements cosmétiques, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais cette version XRT, c'est la principale nouveauté, en plus des changements cosmétiques qu'on apporte à la gamme Santa Cruz pour 2025. On s'attend également à ce que ce soit la version la plus populaire des trois qui sont offertes, en l'occurrence la version Preferred et la version Ultimate qui se situe au sommet de la gamme, la XRT étant au milieu de tout ça. Et c'est un modèle qui, essentiellement, au niveau du rapport équipement-prix, se veut peut-être un petit peu plus intéressant que les deux autres offres qu'on a du côté du Santa Cruz. Un produit qui, en proportion, se vend à peu près 10 fois moins que le Tucson sur le marché canadien. Pour vous donner une idée, on a vendu 29 837 Tucson à l'échelle canadienne en 2024, alors que dans le cas du Santa Cruz, 2574 unités. Les ventes étaient en hausse du côté du Tucson, mais en baisse du côté du Santa Cruz. Une offre qui était peut-être un petit peu moins alléchante. On n'a pas mis énormément de promotions du côté du Santa Cruz en 2024, mais Hyundai compte corriger le tir et tenter une nouvelle approche avec ce produit-là, qui, à l'inverse du modèle américain, ne propose qu'une motorisation. Alors, c'est un 4 cylindres turbo-compressé de 2,5 litres, alors que du côté des États-Unis, on peut aussi obtenir dans le Santa Cruz le 4 cylindres de 2,5 litres atmosphérique qui se trouve justement sous le capot du Tucson XRT. Ce qui est intéressant de constater maintenant sur le marché canadien, c'est que le Hyundai Kona connaît autant de succès que le Tucson et ça s'explique évidemment par l'offre d'une version 100% électrique du Kona qui a connu particulièrement beaucoup de succès sur le marché du Québec. 30 020 Kona ont été vendus en 2024 sur le marché canadien, mais 13 605 sur le marché québécois, ce qui représentait 45 du total des ventes de Kona dans la seule province de Québec. Alors que si on regarde du côté du Tucson, 29 837 unités. On est nez à nez avec les chiffres du Kona, mais 7 808 unités seulement sur le marché du Québec, ce qui représente 26 Alors, pas besoin de vous dire que le Kona, en proportion, connaît beaucoup plus de succès chez nous au Québec que le Tucson. Mais encore une fois, ça s'explique par l'offre de la version électrifiée qui s'est essentiellement vendue qu'au Québec. Plus de 80 des ventes du Kona électrique ont été faites chez nous dans la province de Québec. Alors, il y a une distinction importante de ce côté-là.
produit-là. Il faut aussi savoir que le Tucson est disponible en version hybride rechargeable, mais un modèle extrêmement luxueux, extrêmement coûteux qui se situe au sommet de la gamme. Et la disponibilité de cette version-là a toujours été un problème depuis son arrivée sur le marché. Ça l'est toujours et on se demande bien si Hyundai a l'intention de conserver ce genre de technologie pour du très long terme, alors qu'on a l'intention de multiplier l'offre de motorisation hybride du côté de chez Hyundai, histoire de mieux rivaliser, bien sûr, avec Toyota et Honda qui ont choisi cette avenue pour les prochaines années. Je le mentionnais un peu plus tôt, le Tucson fait partie de ce segment de véhicules le plus populaire au pays. On rivalise avec des produits aussi forts que le Chevrolet Equinox, le Honda CR-V, le Mazda CX-5 par exemple, le Toyota RAV4, le Volkswagen Tiguan, ce genre de produits-là. Il y a une gamme très large dans le segment des VUS compacts. Un véhicule, évidemment, qui a pris beaucoup de volume depuis son arrivée en 2005 parce qu'effectivement, le Tucson aura été un des premiers du genre à venir répliquer au succès du CR-V et du RAV4, lesquels ont été lancé en 1997. Et lorsque le Tucson est arrivé sur le marché canadien en 2005, c'est un produit tellement compact qu'il était plus petit, plus court de 25 mm que l'actuel Kona qu'on vend en 2025. Alors, c'est dire à quel point le véhicule a pris du galon. Aujourd'hui, on le qualifie toujours de VUS compact, mais dans les faits, c'est un format qui est même plus important que le premier Santa Fe. Alors, tous les VUS chez Hyundai ont grossi, mais aujourd'hui, le Tucson, c'est un produit particulièrement apprécié et qui, encore une fois, propose 3 types de motorisation, ce qui fait en sorte qu'il y a une large clientèle qui s'intéresse à ce produit-là. Ironiquement, on ne peut plus obtenir dans le Tucson la motorisation qu'on retrouve dans le Santa Cruz, c'est-à-dire le 2,5 litres turbo compressé. On met davantage d'emphase sur les motorisations hybrides et hybrides rechargeables du côté de chez Hyundai parce qu'évidemment, le marché prend cette direction de plus en plus, surtout dans le segment des VUS compacts. Maintenant, si on s'attarde au Santa Cruz, bien évidemment que c'est un véhicule qui partage l'essentiel des éléments structuraux avec le Tucson. On va avoir à peu près le même faciès avant. Évidemment, il y a des distinctions esthétiques parce que toute la partie arrière a été refaite. Et c'est un véhicule passablement plus long que le Tucson aussi parce qu'on a une caisse arrière dont la longueur est de 4 pieds 4 pouces. Alors, un volume utilitaire qui est quand même intéressant. Ce n'est forcément pas une camionnette intermédiaire ou pleine grandeur. Alors, la polyvalence est relativement limité, mais ça peut être très pratique pour de nombreux acheteurs qui veulent jumeler la polyvalence d'une camionnette avec celui d'un VUS compact ou intermédiaire. Alors, ce produit-là est franchement intéressant dans cette optique. Ce qui est un peu décevant, encore une fois, c'est l'offre mécanique qui est unique sur le marché canadien par rapport au marché américain. Mais il faut quand même comprendre que ce produit-là est un petit peu plus imposant que le Maverick dans son approche. C'est 320 mm plus long que le Tucson. Alors, c'est un véhicule qui est un petit peu plus imposant. L'empattement est un peu plus long et ça fait en sorte, évidemment, que ce n'est pas aussi agile sur le plan de la maniabilité qu'un Hyundai Tucson. N'empêche, lorsque vous prenez place à bord, bien, on a essentiellement l'impression d'être dans le même produit, même si là aussi, il y a des changements cosmétiques. Alors, cette année, évidemment, je le mentionnais, on ajoute cette version XRT avec une palette de couleurs qui est un peu plus originale. C'est la même chose du côté du Hyundai Tucson, où vous allez avoir des couleurs qui sont exclusives à la version XRT. Et le traitement esthétique qu'on apporte au Santa Cruz est essentiellement le même que celui du Tucson, c'est-à-dire des contours d'ailes, des jantes, une calandre qui sont uniques à la version XRT, des éléments qui sont peints en noir, sinon en noir plastifié pour distinguer le véhicule, pour lui donner une allure un peu plus utilitaire, qui fait un peu plus campagne et un peu moins ville. C'est l'objectif avec ce produit-là. Il faut savoir que si c'est un véhicule qui ne se vend pas particulièrement bien sur le marché canadien, je le disais, un peu plus de 2500 unités, mais en proportion sur le marché américain, ce n'est pas non plus un véhicule qui est particulièrement populaire. On en a vendu 32 033 unités l'année passée aux États-Unis, alors que si on compare avec le Ford Maverick, on vendait 118 368 Maverick en 2024 sur le marché américain. Alors, c'est vous dire à quel point on n'est pas du tout à la même adresse en termes de popularité. Et le Maverick sur le marché canadien s'était vendu à un peu plus de 8 000 unités, donc beaucoup plus populaire aussi du côté de chez Ford, même si la disponibilité du Maverick sur le marché canadien a toujours été un problème. Et ça, bien, ça s'explique par le fait qu'il y a un intérêt marqué pour le produit sur le marché américain et qu'on préfère bien évidemment vendre ces produits-là aux États-Unis, là où la profitabilité est plus grande.
Point important à souligner avec le Santa Cruz, c'est sa capacité de remorquage qui est à 5000 livres, 1000 livres de plus qu'avec le Maverick à moteur 2 litres turbo. Alors, on est à 5000 livres ici. On se rapproche dangereusement des capacités d'une camionnette intermédiaire qui est montée sur un châssis à échelle. Alors ça, c'est intéressant. Évidemment, on a la puissance qui est conséquente, mais c'est un véhicule avec lequel vous pourrez remorquer des embarcations nautiques, des roulottes de taille quand même considérable. Et c'est un des éléments importants pour Hyundai avec le Santa Cruz de pouvoir aller chercher cette clientèle. Parce qu'évidemment, on n'a pas d'autres camionnettes dans le portfolio. Et pour séduire une clientèle américaine qui est, on le sait, très amoureuse des camionnettes, bien, ça prenait une capacité de remorquage qui était intéressante, ce qu'on obtient avec le Santa Cruz. Alors ici, il y a un avantage par rapport au Ford Maverick. Maintenant, est-ce que c'est un véhicule qui est armé pour pouvoir réellement remorquer 5000 livres en tout temps? Bon, évidemment, vous aurez compris qu'on n'a pas la solidité et la capacité d'un camion qui est monté sur une structure à échelle, mais quand même, on a une mécanique et une transmission qui reçoit un refroidisseur au rendement pour permettre justement de remorquer des charges qui sont plus importantes. Et ça, c'est un point qui est vendeur auprès d'une clientèle qui s'intéresse à ce genre de produit-là. Vous aurez le choix avec le Tucson entre deux principales motorisations si on fait fi de l'hybride rechargeable, mais qui coûte extrêmement cher. Alors, d'abord, le moteur 2,5 litres qu'on a ici, 187 chevaux de puissance, une puissance qui est linéaire, un couple qui l'est également, et ça fait en sorte que c'est une mécanique qui est très agréable au quotidien. Pas la moins gourmande, ça c'est vrai, parce qu'on annonce une cote de moyenne combinée à 8,8 litres au 100 et j'ai eu vraiment beaucoup de misère à atteindre la limite d'une litre au 100. J'étais toujours à 9,4, 9,5, 9,6 litres au 100 dans une conduite combinée, alors qu'on annonce en ville une cote à 9,7 litres au 100. Alors, c'est pas une mécanique qui est particulièrement frugale, mais c'est pas excessif non plus. Vous allez trouver pire chez certains compétiteurs. Mais retenez surtout que c'est un moteur qui fait un bon boulot, qui offre une puissance intéressante. Les reprises sont très correctes aussi. La boîte automatique à 8 rapports qu'on a ici, combinée à cette mécanique-là, ça fait du bon travail. Et vous allez avoir, dans le cas qui nous concerne, un rouage intégral avec le système Drive Terrain. Ça vous permet de sélectionner une gestion du rouage intégral. C'est rien de super performant, mais c'est peut-être un petit peu plus avancé que ce que vous allez retrouver chez certains compétiteurs et ça fait en sorte que des fois, bien, on peut sortir du pétrin un peu plus facilement. Alors au final, un ensemble mécanique qui est très intéressant, mais j'ai pas le choix d'admettre que je préférerais la motorisation hybride qui n'est pas offerte dans cette version XRT. Ça, c'est peut-être le point un petit peu décevant. Cela étant dit, si on souhaite obtenir une version à saveur un peu plus aventurière, bien souvent, c'est rare qu'on va aussi souhaiter obtenir une motorisation hybride dans l'optique du meilleur rendement énergétique qui soit. Alors, stratégiquement, c'est un peu plus logique pour Hyundai d'aller vers cette motorisation-là, qui est très convaincante, que vous allez aussi retrouver sous le capot du Kia Sportage, soit dit en passant. Et c'est une mécanique qui fait une belle compétition à ce que propose, par exemple, le Toyota RAV4, un 2,5 litres atmosphérique également, qui offre une dizaine de chevaux supplémentaires là, du côté de chez Toyota. Rendu là, c'est vraiment symbolique. Alors, c'est ce qu'on obtient ici. Je vous avoue qu'au niveau de la conduite, bien, j'avais l'impression initialement d'avoir une suspension plus ferme que dans les autres versions du Tucson. Et rapidement, j'ai compris que parce qu'on était chaussé ici de pneus Yokohama d'hiver, bien, on avait des flancs un peu plus fermes, alors le rendement s'en voit affecté un peu. Au final, c'est un véhicule qui est très confortable. C'est bien insonorisé, l'empattement est juste assez long, la tenue de cap est excellente, c'est un véhicule qui se conduit très, très, très facilement. Pas le plus passionnant, parce que je vous avoue qu'au niveau de la direction, ça pourrait être un petit peu plus communicatif, mais n'empêche, l'équilibre est là et même si, dans le cas qui nous concerne, on a des pneus d'hiver qui sont très fermes, bien, la suspension fait un travail pour offrir un confort qui est peut-être supérieur à la moyenne de certains autres joueurs. Alors, vous dire qu'on pourra obtenir ici un niveau de confort équivalent à celui d'un Nissan Rogue, la réponse c'est non parce que chez Nissan, bien, on a des sièges extrêmement confortables. Ici, je vous avoue que je trouve ça un peu ferme,
L'assise est un peu courte également, on ne peut pas l'ajuster. Ça, c'est peut-être un petit point faible, mais pour les personnes de plus petite taille, ça ne sera pas un inconvénient. Alors, rendu là, rien n'équivaut au fait de l'essayer pour bien se sentir à l'aise. En ce qui me concerne, je vous avoue que c'est un petit irritant. Mais la position de conduite est excellente, la visibilité est très bonne. J'aime particulièrement le fait qu'on ait dissimulé l'essuie-glace arrière sous le becquet, ce qu'on aurait dû faire avec l'Ioniq 5 dès le début d'ailleurs. Alors, sur le plan esthétique, c'est très joli d'une part, mais sur le plan de l'efficacité pour essuyer la lunette, ça aussi, c'est bien pensé. Alors, c'est un principe qu'on devrait retenir pour la plupart des VUS, si vous voulez mon avis, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus efficace que ça pour nettoyer la lunette arrière sans qu'on ait une contrainte ou de la glace ou de la neige qui est prise sur le bras d'essuie-glace, ce qui est impossible dans le cas qui nous concerne. Alors ça, c'est un point intéressant au chapitre de la visibilité, mais dans l'ensemble, encore une fois, conduite très équilibrée, c'est ce que je retiens du Tucson, même dans cette version XRT qui se veut un peu plus aventurière, parce que je le rappelle, il n'y a pas de changement mécanique sur cette version-là par rapport à un modèle Preferred qui, lui, va offrir d'emblée les 4 roues motrices. Il faut savoir qu'il n'y a pas de version 2 roues motrices sur le marché canadien. On est livré d'emblée avec les 4 roues motrices et la version Preferred, forcément, c'est le modèle le plus vendu. C'est le moins cher, mais on peut obtenir sur la version Preferred un ensemble Trend qui, pour quelques milliers de dollars supplémentaires, va vous offrir un niveau d'équipement très intéressant. Et c'est d'ailleurs avec l'ensemble Trend que le Tucson est le plus populaire, du moins c'était le cas sur le marché en 2024. Alors, point important à souligner, vous pourrez comparer une version Preferred avec l'ensemble Trend à cette version XRT au niveau de l'équipement et faire un choix qui est peut-être un peu plus éclairé parce qu'évidemment, si on achète cette version XRT, c'est aussi parce qu'on aime le look du véhicule qui est passablement différent et ça, bien rendu là, c'est une question de goût personnel. Maintenant, si vous optez pour la version hybride, sachez que la cote de consommation va passer de 8,8 annoncée à 6,4 litres au 100. Une consommation qui est légèrement supérieure à celle d'un RAV4 ou d'un CR-V, mais on parle de dixièmes de litre au 100 km. Alors, c'est vraiment symbolique et ça sera à peu près la même cote de consommation sur autoroute qu'en ville, parce qu'on le sait, en ville, une technologie hybride, c'est très efficace. Alors, pour ceux qui majoritairement roulent en milieu urbain, bien, l'hybride peut être une super option, mais évidemment, vous allez payer un peu plus cher que pour un modèle avec un moteur 2,5 litres atmosphérique régulier. Il n'y a pas de version XRT, encore une fois, avec la motorisation hybride, laquelle est jumelée à une boîte automatique à 6 rapports et non pas avec une transmission CVT comme on va retrouver chez la compétition. Alors ça, c'est un point intéressant dans la mesure où l'agrément de conduite s'en va affecter positivement. Personnellement, j'aime beaucoup le fait qu'on ait cette transmission-là. Ça a montré une certaine fiabilité aussi, alors ça, c'est une bonne nouvelle, mais vous allez aussi avoir un gain en puissance. Alors, on passe à 231 chevaux avec l'hybride, 258 livres-pieds de couple, et ça, bien, ça fait en sorte qu'on a un véhicule qui est encore plus prompt, qui répond plus efficacement, qui a des accélérations un petit peu plus intéressantes aussi. Alors, l'hybride peut être vraiment une option à considérer, et attendez-vous à ce qu'au fil du temps, on multiplie les offres avec la motorisation hybride au détriment du moteur atmosphérique. C'est ce qu'on fait du côté de chez Toyota, également de chez Honda, et forcément, Hyundai va suivre cette parade-là parce qu'on va être compétitif face à ces deux joueurs japonais qui sont les principaux rivaux. Il y a la version hybride rechargeable aussi. Là, on va gagner encore un petit peu plus en puissance, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a 51 km d'autonomie en tout électrique, après quoi, bien, vous allez consommer 6,7 litres au 100 comme avec la version hybride régulière. Mais au bout de 100 km, en considérant que vous aurez branché le véhicule initialement, vous n'aurez consommé que 3,3 litres au 100. Ça, c'est sur papier. Évidemment que ça peut varier en fonction de la saison, des conditions routières, mais ça peut constituer un avantage pour des gens qui font souvent de courtes distances et qui ne veulent pas utiliser d'essence. L'ajout pour passer à la version hybride rechargeable, c'est 5 500 $. Alors, faites vos maths pour voir si sur le plan budgétaire, ça vaut la peine, parce qu'évidemment, actuellement, au moment d'enregistrer, il n'y a pas de crédit. Ça reviendra peut-être
peut-être ici dans la province de Québec, mais il faut évaluer la nuance parce qu'elle est importante. 5 500 $ supplémentaires plus taxes lorsqu'on a un véhicule qui roule à peine 6 ou 7 litres au 100 km. Bien, est-ce que ça vaut réellement la peine? Ça sera à vous de juger puis à faire vos mathématiques rendues là. Et j'ajouterais également que si vous optez pour une technologie hybride rechargeable, bien, vous allez avoir un petit peu plus d'entretien à faire qu'avec les autres versions du Tucson sur le moyen ou long terme, parce qu'évidemment, vous avez davantage de technologie à bord du véhicule, un véhicule qui est plus lourd aussi. Alors, vous aurez une usure des freins, des pneus un petit peu plus rapide qu'avec les autres versions, parce que le poids du véhicule est plus élevé. Comportement qui s'en va affecter aussi. Alors, il y a quand même des désavantages à choisir un hybride rechargeable, il ne faut pas les oublier, mais pour ceux qui veulent rouler en tout électrique, ça peut être une option qui est très intéressante. Maintenant, si on se glisse à bord du véhicule, bien, sachez que c'est très spacieux. Beaucoup d'espace aux places arrière. On peut ajuster le dossier de la banquette en fonction de ce qu'on installera, c'est-à-dire des sièges d'appoint avec des angles qui peuvent varier, on le sait. Alors ça, c'est un point intéressant. Plancher plat à l'arrière, un coffre qui est très spacieux, 1167 litres de volume utilitaire et en rabattant la banquette, vous êtes à 2274 litres. Alors très intéressant au niveau de l'espace utilitaire qu'on va retrouver dans ce véhicule-ci. Et au niveau de la planche de bord, bien, ça, c'est un élément qui a changé en 2025. Alors, un tout nouveau poste de conduite avec un levier de vitesse qui est placé sur la colonne de direction, comme dans le cas d'une Ioniq 5, par exemple, c'est exactement le même levier et ça permet de libérer de l'espace. On a complètement repensé la console centrale, la planche de bord avec deux écrans numériques de 12,3 pouces superposés, des commandes physiques pour le chauffage, climatisation. Alors, c'est vraiment bien fait. On a une ergonomie qui est beaucoup plus intéressante qu'avec la précédente génération où on avait une planche de bord qui était certes bien dessinée, mais avec absence de certaines touches, ça devenait un irritant. Alors là, plus de dégagement, davantage de prise pour brancher vos appareils mobiles et une console centrale avec un accoudoir qui est vraiment bien pensé avec le chargeur à induction qui est au-dessus de la console centrale pour un accès facile. Écoutez, selon la version que vous allez choisir, vous n'aurez pas nécessairement ces deux écrans de 12,3 pouces, mais dans cette version XRT, c'est un élément qu'on obtient. La caméra de recul est très efficace également, mais la lentille se souille assez rapidement. Alors, on ne l'a pas dissimulé aussi bien que l'essuie-glace, malheureusement, et ça fait en sorte que vous devrez la nettoyer de temps à autre. Mais ergonomiquement parlant, c'est une belle amélioration par rapport au modèle 2024, et je pense qu'il y a bien des gens qui vont se laisser séduire par la présentation de l'intérieur ou de l'habitacle de ce Tucson, surtout face à un RAV4 qui a énormément vieilli. Lorsque vous prenez place à bord d'un RAV4 2025, bien, vous vous rendez rapidement compte que ce véhicule-là a plusieurs années derrière la cravate et qu'on est dû pour un remodelage complet, ce qui arrivera dans les prochains mois d'ailleurs. Aussi drôle que ça puisse paraître, lorsqu'on prend place à bord du Santa Cruz, on n'a pas l'impression d'un Hyundai Tucson. Hyundai a bien travaillé justement pour différencier les deux modèles, même si dans les faits, on aurait pu baptiser ce véhicule-ci Tucson Pickup, parce que c'est littéralement ce que c'est. On a rallongé la caisse, on a placé une benne à l'arrière de 4 pieds 4 pouces sous laquelle vous allez retrouver un coffre. Alors, c'est très bien pensé. Vous avez le battant, évidemment, que vous rabattez au moyen d'un bouton. Vous avez un couvre-caisse que vous pouvez coulisser sans effort vers le fond de la caisse. Ensuite, vous avez de l'espace 4 pieds 4 pouces de profondeur au niveau de la benne, sous laquelle vous allez retrouver un espace cargo étanche pour ranger vos effets personnels. Alors ça, c'est très bien pensé, un peu à la façon du Honda Ridgeline, sauf que le battant ne s'ouvre pas de deux façons. Le véhicule est plus petit ici et je vous dirais que le petit désavantage, c'est qu'à l'arrière, vous n'aurez pas tout l'espace que vous allez retrouver à bord d'un Tucson. Je parle des places arrière, le dégagement aux jambes étant beaucoup moindre qu'à bord d'un Hyundai Tucson. Et vous n'avez pas cette possibilité, évidemment, d'ajuster le dossier comme on le fait dans un Tucson. Par contre, vous pouvez relever la banquette à la verticale pour utiliser le plein espace en guise d'espace cargo. Alors ça a été bien pensé également. Et vous allez avoir des espaces de rangement sous la banquette arrière si vous voulez ranger d'autres effets personnels. À bord, c'est la même planche de bord que le Tucson
2025. Donc, les deux écrans de 12,3 pouces superposés, le même système de chauffage, climatisation. Toute la partie supérieure, en fait, de la planche de bord est la même qu'à bord d'un Tucson, sauf en ce qui concerne les illustrations graphiques de l'instrumentation qui diffèrent un peu. Là où le véhicule se distingue, c'est au niveau de la console centrale qui, elle, ne change pas. On conserve la même qu'à bord du Santa Cruz 2023-2024, ce qui fait que vous allez avoir un levier de vitesse traditionnel, non pas à la colonne de direction, et qu'au niveau de l'espace ou de l'utilisation de l'espace, c'est peut-être un peu moins pratique qu'à bord du Tucson, où là, vraiment, on s'est surpassé. Alors, personnellement, je préfère l'aménagement du Tucson au niveau de la console centrale. C'est mieux fait, mais j'ai l'impression qu'on voulait minimiser les coûts ici et qu'on a modernisé l'habitacle d'abord avec cette planche de bord-là, mais aux dépens de la console qui, elle, ne change pas. C'est pas un gros irritant, honnêtement, parce que ça demeure très fonctionnel, mais évidemment qu'à bord du Tucson, vous aurez plus d'espace pour disposer de vos effets personnels et vous ne perdez aucune fonctionnalité. Le chargeur par induction s'y trouve, les prises de recharge également. Alors, tout ça, on le conserve et vous allez avoir quand même un bon espace sous la coudoir pour ranger d'autres effets personnels. Le volant aussi a changé, c'est le même qu'à bord du Tucson 2025. Alors, ergonomiquement plus efficace que le modèle de précédente génération. Et comme à bord du Tucson, vous allez avoir des paliers de changement de vitesse derrière le volant que vous n'utiliserez probablement jamais. Sur le plan mécanique, maintenant, on se serait attendu à ce que Hyundai propose d'entrée de jeu pour 2025 le moteur 2,5 litres de base qui est offert depuis l'arrivée du Santa Cruz sur le marché américain, mais qui boude le marché canadien. Et c'est le même moteur qu'on retrouve dans le Tucson XRT, 187 chevaux, mais qui n'est toujours pas offert sur le marché canadien. D'emblée, vous allez avoir une version Preferred qui est livrée avec le moteur 2,5 litres turbo compressé, évidemment beaucoup plus puissant. Là, vous êtes à 281 chevaux, 311 livres-pieds de couple, ce qui fait en sorte que les performances sont beaucoup plus relevées. La consommation de carburant également, parce qu'on annonce une moyenne à 10,7 litres au 100. Et moi, j'ai pas pu descendre sous la barre des 11 litres au 100 avec le véhicule, même dans des conditions qui étaient franchement avantageuses. Alors, pas très impressionnant au niveau de la consommation de carburant, mais il faut comprendre aussi qu'on jumelle ce moteur 2,5 litres turbo à une boîte séquentielle à double embrayage. Pour moi, ça, c'est l'erreur principale. Alors, c'est une transmission avec laquelle on a connu des ratés au début, lorsque le véhicule est arrivé sur le marché. Ça semble réglé au niveau de la fiabilité. Alors ça, c'est une première bonne nouvelle, mais le rendement de cette transmission-là n'est pas pensé pour une camionnette. Dans les faits, c'est une transmission qui est supposée être programmée pour la performance, mais là non plus, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est que le potentiomètre de pédale a déjà un certain délai. C'est vrai pour l'ensemble des véhicules coréens, là, on ne s'en sauve pas. Mais avec cette transmission-là, il y a comme un délai supplémentaire qui vient s'ajouter, ce qui fait en sorte que c'est particulièrement irritant en milieu urbain où vous devez faire des départs arrêtés de façon prononcée. Alors ça, pour moi, c'est un sérieux irritant et ça fait en sorte que vous allez jouer avec l'accélérateur pour minimiser l'impact du délai, probablement au prix d'une consommation qui, au final, va être un peu plus élevée. Alors, vous vous en sortez pas. La consommation d'essence, elle est élevée. Évidemment, on peut considérer que pour un véhicule à vocation utilitaire, c'est pas si mal, mais on se rapproche dangereusement d'une consommation d'essence de camionnette intermédiaire avec moteur 4 cylindres turbo compressé. Et c'est là que ça devient peut-être un peu moins intéressant. Bon, évidemment qu'en accélération, c'est une mécanique qui est très efficace. Pas besoin de vous dire qu'avec près de 300 chevaux, on s'en sort très bien. Et c'est un véhicule qui a des reprises particulièrement impressionnantes. À vitesse de croisière, c'est très agréable aussi. Bon, évidemment, on a un empattement encore plus long qu'avec le Tucson régulier, donc le confort est là. Et c'est pas parce que vous optez pour une version XRT que vous allez avoir moins de confort. Je mentionnais un peu plus tôt que dans le Tucson, on avait cette impression d'une suspension plus raide, mais c'était relié aux pneumatiques. Et vous voyez ici, on a chaussé le véhicule de pneus Falcon d'hiver. Et je vous dirais que le confort est beaucoup plus intéressant qu'avec le Tucson que j'ai pu essayer dans le même contexte. Alors, ce sont des pneus qui ont peut-être des flancs un peu plus souples, mais comme on a un empattement plus long, bien forcément que le confort est supérieur à celui d'un Tucson. Maintenant, sur le plan mécanique, en comparaison avec le Ford Maverick, bien, vous allez avoir plus de puissance ici, 281 chevaux versus 250 si vous optez pour un Maverick à moteur 2 litres turbo compressé. La mécanique du Maverick est intéressante.
un peu moins gourmande que celle qu'on a ici, mais la puissance est un peu moindre aussi. Alors, vous allez perdre, comme je le disais un peu plus tôt, en capacité de remorquage, mais vous allez aussi perdre en confort, là. Vous avez un aménagement ici qui est drôlement plus moderne et raffiné qu'à bord d'un Maverick, qui est très utilitaire au niveau de sa présentation. Le fait qu'on soit installé dans une cabine mieux insonorisée, où vous allez avoir une instrumentation ultra moderne avec beaucoup plus de possibilités, bien, c'est un élément qui joue en la faveur du Santa Cruz, ça c'est évident. Sans compter le fait que le véhicule, sur le plan esthétique, est peut-être un peu plus charmant que le Maverick, qui est un véhicule dessiné de façon utilitaire. On a apporté des retouches cosmétiques en 2025 sur le Maverick, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que ce véhicule-ci est beaucoup plus original dans sa présentation et forcément se veut plus luxueux aussi. Petit point à souligner aussi, on a vraiment pensé ce véhicule-là comme une authentique camionnette. Alors, il y a beaucoup de points d'ancrage dans la caisse. Vous allez avoir des marchepieds au niveau du pare-choc pour accéder plus facilement à la caisse. Il y a des lumières, il y a des prises dans la benne pour pouvoir vous alimenter. Alors, tout a été pensé comme si c'était une authentique camionnette, alors que dans les faits, vous êtes à bord d'un véhicule qui utilise une suspension indépendante, évidemment, avec un châssis monocoque, rien à voir avec une camionnette traditionnelle. Mais je pense surtout que lorsqu'on a eu l'idée de créer le Santa Cruz, c'était pour répliquer au succès du Honda Ridgeline, qui était un peu seul sur son île sur le marché nord-américain. Et finalement, on a changé un peu de direction en créant un véhicule qui est plus compact que le Ridgeline parce que le marché s'y prêtait et parce qu'on avait une bonne base pour pouvoir développer un véhicule conjointement avec le Hyundai Tucson, qui est un véhicule à volume. C'est une stratégie qui, je pense, est efficace, mais est-ce qu'on aurait eu plus de succès avec un véhicule basé sur le Santa Fe, par exemple? Peut-être que oui, parce que dans les faits, le Santa Fe aujourd'hui, c'est un véhicule qui est en directe compétition avec les produits intermédiaires de chez Honda et parce qu'on a un design qui fait un peu plus camion, un peu plus aventurier avec la dernière génération du Santa Fe, on aurait probablement pu connaître un succès plus grand qu'avec le Santa Cruz, qui est quand même limité au niveau de l'utilisation qu'on peut en faire, et je pense à la taille de la benne et à l'espace aux places arrière. Avant de parler des prix avec le Tucson et le Santa Cruz, un mot pour souligner qu'on a ici une garantie de base de 5 ans ou 100 000 km. Un argument de taille par rapport à la compétition américaine et japonaise qui, bien sûr, propose des garanties de 3 ans, 60 000 km ou, dans le cas du Tiguan de Volkswagen, vous êtes à 4 ans, 80 000 km. Mais n'empêche, on a une garantie qui est supérieure à la compétition, égale à celle de Mitsubishi. Et si vous décidez de louer le véhicule sur un terme de 48 ou 60 mois, par exemple, ça veut dire que vous êtes couvert tout au long de la location. Donc, pas besoin de débourser pour une garantie prolongée ou de débourser pour des réparations que vous auriez à faire avant de remettre les clés du véhicule. Point très important. Échelle de prix pour le Tucson, d'abord en 2025. Vous débutez avec la version Preferred, 4 roues motrices de série à 37 420 $. Ça comprend les frais de transport, préparation et de concessionnaire. La version XRT qui est ici est à 43 120 $. Vous ajoutez 3 000 $ de plus ensuite pour aller à la version N-Line, laquelle accueille toutefois la motorisation hybride. Ensuite, vous ajoutez 4 000 $ supplémentaires à 50 120 $ pour la version Ultimate hybride. Alors, vous êtes nez à nez dans les prix d'un RAV4 Limited hybride et d'un CR-V Touring hybride. Et finalement, si vous voulez passer à la version PHEV, donc hybride rechargeable, vous ajoutez au prix de la version Ultimate un montant de 5 500 $ pour un total de 55 620 $. Et je le rappelle, à ce moment-là, vous obtenez une autonomie toute électrique de 51 km, une consommation sur 100 km qui est à 3,3 litres au 100 et sinon, une consommation, lorsqu'on est en mode hybride régulier, à 6,7 litres au 100. La version qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la version XRT qui, je pense, propose la meilleure valeur dans l'ensemble de la gamme. Un modèle qui vient se comparer au RAV4 Trail, qui est un véhicule qui a cet avantage d'avoir une capacité de remorquage à 3 500 livres contre 2 000 du côté du Tucson XRT et qui a peut-être une suspension un peu plus ferme. De meilleure capacité essentiellement parce qu'on a renforcé le camion un peu. Par contre, côté équipement, on est plus généreux du côté de chez Hyundai. Et encore une fois, je le rappelle, vous allez avoir cet avantage d'une garantie qui est beaucoup plus longue. Si vous comparez le prix du Tucson XRT
XRT qui est ici à celui d'un RAV4 Trail, c'est 1 000 d'écart. Alors, le RAV4 Trail coûte 44 120 alors qu'ici, on est à 43 120 Et voici combien ça coûte si vous décidez de financer, de louer. Bon, dans le cas qui nous concerne, il y a une option de couleur à 250 ce qui porte la facture à 43 370 Et dans ce cas-ci, vous seriez à 805 par mois sur un financement 6 ans à un taux de 4,99 toutes taxes incluses, évidemment, contre 845 pour un RAV4 Trail, équivalent taux de financement à 6,19 Alors, 40 d'écart mensuellement pour sauter au Toyota RAV4, qui a cet avantage d'avoir de meilleures capacités de remorquage, mais qui offre un rendement peut-être un peu plus ferme et qui est un véhicule en fin de carrière actuelle parce qu'on renouvelle le RAV4 très prochainement. Alors, deux choix qui sont très intéressants si vous voulez mon avis, mais si vous avez des besoins de remorquage plus importants, pas le choix d'aller au RAV4. Location maintenant, on est à 6,49 sur un 48 mois chez Hyundai. Le taux est quand même élevé. Vous allez payer 623 par mois, taxes incluses sur 4 ans, allocation de 20 000 km par année. Et du côté de chez Toyota, bien là, visiblement, on n'a pas les valeurs résiduelles aussi agressives que du côté de chez Hyundai parce que vous passez de 623 à 713 du côté de chez Toyota. Ce qui est assez impressionnant, d'autant plus que le taux chez Toyota est légèrement plus bas à 6,19 713 c'est essentiellement 90 de plus par mois pendant 4 ans pour la location d'un RAV4 Trail. Alors, je pense que l'achat est peut-être plus intéressant que la location du côté de chez Toyota, considérant qu'on a mal travaillé les valeurs résiduelles, visiblement, versus du côté de chez Hyundai. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un produit très agressif et on comprend pourquoi il y a autant de Canadiens qui s'y intéressent de plus en plus. Le RAV4 est imbattable. On vend 2,5 fois plus de RAV4 sur le marché canadien que de Hyundai Tucson, mais c'est un joueur de plus en plus agressif et un produit qui va vous offrir un comportement routier peut-être un peu plus intéressant, une approche beaucoup plus moderne que le RAV4 qu'on connaît actuellement. Mais encore une fois, je vous le rappelle, le RAV4 sera prochainement renouvelé et on aura droit à des motorisations hybrides qui seront certainement très convaincantes. D'ailleurs, Toyota a l'intention d'offrir que de l'hybridation dans sa nouvelle génération de RAV4, un peu comme on l'a fait avec la gamme Camry qui a été renouvelée en 2025. Bon, évidemment, on sait que le Hyundai Tucson prête l'ensemble de ses éléments techniques au Kia Sportage. Alors, le Sportage, c'est évidemment un équivalent de ce produit-là, plus spécifiquement la version X-Line, qui a une approche un peu plus aventurière également. La nuance, c'est que du côté de chez Kia, vous allez avoir une version X-Line un peu moins équipée et une version X-Line Limited un peu plus équipée, au point où on reçoit tout le luxe que vous allez retrouver dans un Tucson Ultimate. Alors, si vous souhaitez aller vers un Sportage X-Line régulier, ça sera moins cher que le produit qui est ici par quelques milliers de dollars. Mais si vous choisissez d'aller du côté du Sportage X-Line Limited, plus luxueux, à ce moment-là, vous allez débourser à peu près 2 800 de plus que du côté de chez Hyundai pour une facture à 45 930 Les taux sont les mêmes. Alors, 4,99 au financement 72 mois. Vous allez payer 850 par mois pour un Sportage X-Line Limited versus 805 avec le produit qui est ici. Et en location, 708 à un taux de 6,99 du côté de chez Kia. On est 0,5 plus cher que du côté de chez Hyundai, ironiquement. Mais là aussi, les valeurs résiduelles sont efficaces, ce qui veut dire que même si vous avez un taux plus élevé que chez Toyota et un prix plus élevé que chez Toyota, bien, en location sur un terme de 48 mois, le Sportage X-Line Limited coûte moins cher que si vous choisissez un RAV4 Trail. Alors ça, c'est intéressant d'analyser ça, d'autant plus que Toyota a toujours eu des valeurs résiduelles parmi les plus élevées, ce qui leur permettait justement d'être agressifs en location. Alors visiblement, les Coréens ont travaillé très fort pour être agressifs du côté de la location, que ce soit sur des termes un peu plus courts ou sur des termes allant jusqu'à 60 mois. Et ça, je pense que c'est un élément qui mérite d'être souligné. Cela étant dit, je pense que le Tucson est un produit à considérer dans le segment plus que jamais, que vous optiez pour un moteur atmosphérique régulier ou pour une technologie hybride. Évidemment que dans le cas d'une technologie hybride, on consomme légèrement plus que du côté de chez Honda ou Toyota, mais c'est quand même une motorisation très frugale. Vous serez toujours sous la barre des 7 litres au 100, peut-être pas en hiver, mais du moins par rapport à un moteur atmosphérique comme celui-là, vous allez économiser quelques 20 à 25 de carburant, ce qui est assez considérable.
Maintenant, si on s'attarde au Santa Cruz, ah bien là, c'est un véhicule qui coûte passablement cher. Bon, on sait qu'on a une motorisation plus performante, mais la version Preferred de base débute à 44 720 $. Encore une fois, transport, préparation et frais de concessionnaire inclus. Dans le cas de la version XRT qui est ici, c'est 50 220 $. C'est beaucoup de sous, mais quand même, ça demeure la version qui, en matière de rapport équipement-prix, est la plus intéressante parce que vous allez débourser 3 000 $ supplémentaires pour la version Ultimate. Et honnêtement, les ajouts qui sont faits à la version Ultimate ne sont pas si impressionnants. Je pense que ce modèle-là, qui a en plus une allure plus aventurière, plus baroudeuse et plus convaincante, ça serait la version que je choisirais personnellement. Bon, évidemment que je le mentionnais un peu plus tôt, capacité de remorquage à 5 000 livres, ça demeure un argument de taille. Mais si on compare le prix du Santa Cruz avec le Ford Maverick, qui est son seul véritable concurrent, bien là, on est passablement plus cher. L'échelle de prix du Maverick, qui a augmenté drastiquement depuis son lancement en 2022, soit dit en passant, c'est de 35 795 $ à 46 795 $. Ça, c'est évidemment sans option. Et évidemment, vous pouvez choisir une version à motorisation hybride à 2 ou 4 roues motrices cette année, sinon avec le moteur 2 litres turbo qui vous permettra une capacité de remorquage à 4 000 livres du côté de chez Ford. Maintenant, pour avoir l'équivalent de ce produit-ci du côté de chez Ford, il faudrait choisir une version Laria à laquelle vous ajouteriez l'ensemble Tremor qui coûte 3 900 $. Alors, ça reporterait la facture à 50 095 $ versus 50 220 $ pour la version XRT. Voilà une preuve qu'on a vraiment étudié la compétition du côté de chez Hyundai pour arriver avec un prix qui est littéralement équivalent à celui du seul compétiteur qu'on propose. Alors, un Maverick avec l'ensemble Tremor, encore une fois, 50 095 $. On a des taux de financement de location qui sont cependant un petit peu plus agressifs. Alors, voici ce que ça donne si vous choisissez un Santa Cruz comme celui-ci, avec une option de couleur, évidemment, à 250 $. On l'ajoute toujours. Vous allez payer 936 $ par mois en financement 72 mois, toutes taxes incluses, à un taux de 4,99 %. Du côté de chez Ford, vous serez à 901 $ parce que le taux est à 3,99 % et que le prix est plus bas de quelques centaines de dollars. En location maintenant, 6,49 de taux de location chez Hyundai, 809 $ au niveau de la mensualité, taxes incluses bien évidemment pour un 4 ans, 20 000 km par année. Et du côté de chez Ford, vous êtes essentiellement à 60 $ de moins, 749 $, taxes incluses sur 4 ans, 20 000 km par année, à un taux de 4,99 %. Alors voilà pourquoi il y a un écart un peu plus important, le taux de location étant passablement plus bas du côté de chez Ford. Bon, évidemment, ici, vous avez l'avantage d'avoir une mécanique plus puissante que du côté de chez Ford, un véhicule qui est plus confortable, qui est un tantinet plus raffiné. Alors, nez à nez, ce sont des véhicules qui se livrent une compétition féroce et mon choix dans ce contexte-là, ça serait le Santa Cruz parce que c'est un produit qui est plus raffiné, qui est plus confortable, qui offre un équipement plus moderne également. Par contre, si vous cherchez une version moins luxueuse, plus abordable, bien là, c'est Ford qui a l'avantage, clairement, parce qu'avec un prix qui débute juste au-dessus des 35 000 $, vous allez avoir le choix d'une part d'une motorisation hybride, 2 ou 4 roues motrices, sinon du moteur 2 litres turbo. Et si vous optez pour l'hybride, vous économisez énormément à la pompe. Vous allez quand même avoir une capacité de remorquage à 2000 livres et un véhicule qui sera quand même très intéressant, le rapport équipement-prix étant à l'avantage de chez Ford, bien évidemment. Bon, bien sûr que si vous optez pour une version XL, vous aurez l'impression d'une voiture outil, ce qui est le cas, effectivement, mais je pense que l'équilibre se trouve du côté de la version XLT, dans le cas du Maverick, qui propose un équipement relativement complet pour un prix qui demeure plus raisonnable que celui du Santa Cruz. Alors, c'est en montant en gamme qu'on se rend compte que du côté de chez Ford, on est peut-être un petit peu moins attrayant parce que le design et parce que la présentation du produit n'est peut-être pas aussi raffinée, aussi parce qu'on est limité en termes de puissance et de motorisation versus un Santa Cruz qui est certainement plus performant. Alors, dans le contexte du XRT versus, bien sûr, une version Laria Tremor, je pense que Hyundai a l'avantage. Et encore une fois, je reviens sur le fait qu'on a une garantie de base de 5 ans, 100 000 km à ne pas oublier.